Les hommes aux semelles de vent. Une émission d'Aude-Émilie Judaïque. Aujourd'hui, l'enlèvement des enfants métis en Australie. Le 26 mai 1998, l'Australie inaugure une fête nationale d'un genre nouveau, le National Sorry Day. C'est un jour de repentance, un jour pour demander pardon aux populations aborigènes massacrées, spoliées, déportées et acculturées depuis l'arrivée des premiers colons blancs. Le National Sorry Day, c'est un jour de recueillement, un jour pour se souvenir des enfants métis retirés à leur famille sur ordre du gouvernement, afin de les assimiler de force et de dissoudre leur sang noir dans une Australie blanche. En un siècle, on estime que près de 100 000 enfants australiens issus de couples mixtes ont ainsi été enlevés en toute légalité. Il faudra attendre 1997 pour qu'un rapport accablant révèle l'existence de ces dizaines de milliers d'enfances volées, de familles éclatées et de destins brisés. Le National Sorry Day, c'est donc un jour de communion, un jour pour tenter de réconcilier l'inconciliable, de pardonner l'impardonnable. Mais un jour, c'est court. Alors Barbara Glozewski, ethnologue, dresse pour nous le portrait d'une Australie en noir et blanc, d'une Terra Australis métisse. Il fait encore très froid dans le petit matin d'été. Inspirer l'air frais et pur me fait du bien. Je suis le premier debout. Autour de moi dorment ma femme, mes 2 fils et ma fille. Tout est si calme, avec les pépillements des oiseaux tout en haut dans les arbres, parmi les branchages feuillus des gommiers rouges géants. L'aube a toujours été mon heure préférée. Tandis que le soleil se lève, je peux méditer et revenir sur les événements des jours, des mois, des années passées qui ont vu ce paisible environnement envahi par la dévastation et la désolation. Cette forêt virginale retentissant des cris affolés et des pleurs incessants de milliers de gens. Mon peuple persécuté par des étrangers et chassé de son territoire. Pour commencer, mes aïeux ont été impitoyablement exécutés par des pirates blancs, des desperados et des bagnards évadés qui composaient les équipages des baleiniers américains. Ces cruels assassins chassaient le phoque et la baleine sur la côte sud de l'Australie occidentale. Ils débarquaient, volaient nos femmes, les gardaient à bord de leurs bateaux comme esclaves sexuels. Puis les tuaient et jetaient leurs corps dans l'océan quand ils n'avaient plus besoin de leur service. Même si nos guerriers étaient vaillants et braves dans la bataille, ils ne pouvaient se mesurer aux envahisseurs blancs, à leurs mousquets, leurs épées et leurs pistolets. Dès le début de la colonisation, donc les Blancs sont minoritaires, on le sait, sont arrivés en colonisant le sud de l'Australie avec les villes qui sont aujourd'hui Sydney, Melbourne, Adélaïde. Et donc ils sont arrivés à la fois avec des officiers britanniques, mais surtout avec une population de bagnards, puisque au départ l'Australie est une colonie pénitentiaire et qui pour l'essentiel étaient des Irlandais et des Écossais. Et donc, le pays s'est développé avec beaucoup d'hommes, parce qu'il y avait surtout des hommes et peu de femmes, à partir de cette population de bagnards à qui on a donné des terres et qui donc ensuite sont remontés dans le reste de l'Australie. Et d'ailleurs, c'est intéressant, beaucoup d'historiens qui travaillent sur la question aujourd'hui montrent qu'en fait, la cohabitation des premières années, outre évidemment les massacres militaires officiels britanniques, mais la cohabitation justement par les anciens bagnards irlandais, écossais, avec des femmes aborigènes, était beaucoup plus fluide pendant les 20-30 premières décennies de la colonisation. Bien sûr qu'il y a eu des unions avec des femmes aborigènes, mais en fait, on sait très bien historiquement qu'il y avait beaucoup de cas inverses. Parce que même s'il n'y avait pas beaucoup de femmes blanches en Australie au début de la colonisation, il y en avait un certain nombre qui étaient aussi dans les bagnes, qui étaient notamment des prostituées qui avaient été envoyées et qui très vite étant déjà en tant que prostituées des femmes qui se considéraient comme libres, eh bien ont plutôt choisi de se lier
à des hommes aborigènes qui étaient en lutte contre la colonisation. Et donc il y a eu un certain nombre d'enfants de ce genre d'union, même si elles sont très peu répertoriées et mises en avant dans l'histoire coloniale de l'Australie. Au mois de juin 1829, les premiers colons britanniques arrivèrent. Les hommes blancs venaient sur nos terres depuis longtemps déjà. Mais ce jour-là, l'un d'eux déclara, dans une langue que mes ancêtres ne comprenaient pas: « Mon gouvernement m'a recommandé de discuter avec vous et d'obtenir votre accord avant de donner un nom anglais à votre pays. » Tous le regardèrent interloqués. En ce cas, je considère que nous sommes tous d'accord et que j'ai votre consentement. Merci, messieurs. Je nomme donc ce territoire Australie occidentale. Puis il leva les yeux et fit un rapide salut au drapeau rouge, blanc et bleu qui flottait dans le vent. Ce type de métissage va faire l'objet d'une opération absolument redoutable de ce qui s'appelle dans l'histoire de l'Australie officiellement une politique de whitening, de blanchiment, avec un espèce de calcul fantasmatique sur la génétique, en constatant que par 3-4 générations de métissage, la peau des descendants aborigènes blanchis, donc le fantasme bureaucratique australien était qu'on allait blanchir la population en gérant les unions et les mariages. Donc interdit a priori pour les aborigènes d'épouser des blancs, à condition que la gestion des mariages se fasse en fonction de la couleur de peau dans les missions ou dans les réserves, en mariant systématiquement les jeunes filles déjà métissées à des métisses un peu plus claires qu'elles, et jamais l'inverse, hein, c'était l'obsession, pour produire des enfants qui seraient blancs et à terme se débarrasser de la race noire. Aux premiers colons revenait la responsabilité de perpétuer la tradition britannique. Les Blancs étaient une espèce protégée. On leur conseilla de conserver leur anglicité à tout prix en organisant des pique-niques, des chasses aux renards et des bals. Nous, les aborigènes, nous n'avons plus eu le droit de chanter ni de danser lors des corroborees, ces événements autrefois rythmés par des dizaines de pieds frappant la poussière dans le clair de lune autour de feux rougeoyants. Nous ne pouvions plus circuler librement, ni suivre les pistes menant aux lieux sacrés, barrés par les clôtures des terrains choisis par les colons blancs. Car là où se trouvait autrefois le bush, il y eut d'abord des maisons, puis des villages et enfin des villes. Les Blancs initièrent certains d'entre nous à la civilisation. Ils furent formés pour devenir gardiens de troupeaux ou domestiques dans les ranges. Ils commencèrent à manger la nourriture des Blancs et à se couvrir le corps de vêtements. Peu à peu, s'est effacée l'image des guerriers au corps peint et aux panaches de plumes coiffant leurs têtes recouvertes d'ocre. Nos calendriers saisonniers, nos cérémonies, notre culture, notre mode de vie, tout entier, ont sombré dans le passé. En 1905, le gouvernement australien décide de gérer les populations aborigènes en enlevant systématiquement dans les communautés qu'il repère dans les différentes régions, soit qu'il commence à instaurer sous forme de réserve et de mission, en chassant littéralement les enfants qui ont l'air plus clairs de peau. Et on les envoie dans des centres spéciaux à des centaines ou des milliers de kilomètres, parfois quand ils sont chassés dans le désert pour être emmenés en ville. Donc dans ce qui correspondrait chez nous à des orphelinats. D'ailleurs, il faut dire que c'est un système qui a aussi existé en France, malheureusement, pour des enfants de l'île de la Réunion ou des Antilles. Donc des centres où les enfants sont considérés comme des orphelins, c'est-à-dire qu'on leur dit que leur famille les a abandonnés. Parfois, on les a enlevés bébés, donc on leur dit qu'ils n'ont pas de famille, que leur mère les a abandonnés ou les a donnés à l'administration. Donc ils sont considérés comme orphelins, élevés comme tels, traités comme tels, c'est-à-dire maltraités,
et en gros, juste éduqués suffisamment pour pouvoir servir les colons comme domestiques ou comme garçons de ferme. Et ça, c'est des histoires à multiplier par milliers qui se sont passées dans toute l'Australie. Le poste gouvernemental de Jigalong, où nous habitons aujourd'hui, est une base pour les hommes qui assurent la maintenance de la clôture construite pour empêcher l'invasion de lapins en Australie occidentale. Ce grillage long de 1800 km traverse le pays de part en part, du nord au sud. Dans le poste, il n'y a pas de femmes blanches. Il n'y a que des hommes rejoints par une population aborigène de plus en plus importante à mesure qu'on nous expulse de nos terres. Je me souviens très bien du long voyage que je fis avec ma mère, ma sœur, 2 frères et 7 autres membres de la famille pour traverser le désert de poussière au nord-est de Jigalong. C'est ici, dans cette communauté aborigène, que je vis pour la première fois un Muda Muda, un jeune homme ni noir ni blanc, un métis qui travaillait comme gardien de troupeau au ranch de Talawana. Les enfants qui étaient enlevés étaient littéralement chassés. Donc il y avait des administrateurs que paradoxalement on appelait les protecteurs des aborigènes, qui pouvaient être soit des policiers locaux, soit des notables, qui avaient la charge, donc avec l'aide de la police, d'aller chercher de force les enfants plus clairs. Donc il s'agit de protéger en fait des populations qui ne sont pas pensées comme similaires. Donc on protège les aborigènes dits pur sang, full blood, du métissage, parce que il est considéré comme, c'est les théories de l'eugénisme qui sont à l'origine aussi du nazisme, mais qui proviennent en fait de l'élevage des races de chevaux dans le monde des courses hippiques, partie des îles britanniques, qu'il ne faut pas mélanger différentes races de chevaux. Avec cette idée qui était reprise par un missionnaire et publiée dans un article scientifique à la fin du 19e siècle, qui dit que, comme pour les chevaux, si une femelle a été engrossée une fois par un cheval d'une autre race, donc en l'occurrence une aborigène, a eu une fois une relation avec un non-aborigène, toute sa descendance sera métissée, corrompue. Puisque du point de vue de l'élevage des chevaux, ça corrompt la race. Donc le protectorat, il s'agit de protéger les full-blood de tout métissage. Donc il fallait protéger les aborigènes soi-disant, jusqu'à ce qu'ils s'éteignent, et puis il fallait protéger les blancs du métissage aussi. Donc blanchir la race est déjà ambigu comme projet de toute façon, même dans la soi-disant rationalité bureaucratique. William Harris is applying for permission to marry. She's half caste also. And Mary Wilson's applying for permission to visit her child at Moore River. Depuis ses 12 ans, ma fille Nata travaillait comme domestique chez M. Hawkins, le directeur du poste gouvernemental qui exerçait la fonction de protecteur des aborigènes. Nata était maligne, très intelligente. Elle a rapidement appris à parler anglais. Un jour, ma femme a remarqué que la robe de coton de Nata semblait trop serrée pour elle au niveau de la taille. Au fil des jours, elle se rendit compte que notre fille unique attendait un bébé. Nous nous sommes inquiétés, mais Nata nous a assuré qu'elle n'avait pas fréquenté un garçon d'un groupe interdit. Le père de l'enfant n'était autre que le directeur du poste gouvernemental, M. Hawkins lui-même. Quand le bébé arriva, Nata décida de l'appeler Nancy. C'était une jolie petite fille métisse. M. Hawkins lui offrait des vêtements et des jolis rubans colorés. Mais en grandissant, Nancy était souvent obligée de jouer toute seule car les autres enfants l'insultaient à cause de sa peau claire. Alors, elle resta assise, solitaire, à s'amuser dans les plaines rouges et poussiéreuses. À l'époque, le gouvernement croyait que les sans-mêlés étaient plus intelligents que leurs familles à la peau foncée et qu'il fallait les mettre à l'écart. Il était donc de son devoir de prendre des mesures pour améliorer sa situation et pourvoir à son éducation.
Dans la famille, nous savions tous que Nancy pouvait nous être prise à tout instant pour être envoyée dans le camp pour aborigènes de Moore River, à des centaines de kilomètres de Jigalong au sud de l'Australie. Nous savions que nous n'avions aucun moyen d'empêcher l'enlèvement, que ce n'était qu'une question de temps. L'idée, c'était de civiliser ces enfants. C'était une chance qu'on leur donnait de vivre comme des Blancs. Mais évidemment, comme ils n'étaient pas tout à fait comme des Blancs, vu qu'ils étaient marqués par leur ancestralité qu'il fallait extraire à coups de bâton et de lavage de cerveau, laver plus blanc, donc ils ne pouvaient être que domestiques, que servir les Blancs. Et bien entendu, tous ces enfants-là ont grandi avec beaucoup de résistance. Il y a eu beaucoup de témoignages depuis, de livres qui ont été faits, de films qui montrent les parcours extraordinaires d'un grand nombre d'entre eux. Beaucoup ont aussi été sacrifiés. Je veux dire, parfois, il est difficile de se relever de tout le mal que l'on vous fait, notamment les abus sexuels qui ont eu lieu dans ces institutions et qui d'ailleurs ont été dénoncés dans les années 90, ce qui a ouvert la possibilité à ce moment-là aux aborigènes de demander une commission royale sur ce qu'ils ont appelé en anglais les Stolen Generation, donc eux, leurs enfants métis qui avaient été enlevés pendant plusieurs générations de 1905 à 1970. Et donc cette commission a abouti à des centaines de rencontres à travers toute l'Australie, où beaucoup de descendants d'aborigènes ont été identifiés comme descendants d'aborigènes et certains ne le savaient pas. Donc certains ont accueilli cette nouvelle avec un nouvel espoir qui leur a permis de retourner prendre contact avec les familles dont ils avaient été retirés, donc parfois dans des communautés tribales, donc du désert et du nord. Là, ça s'est plus ou moins bien passé. Pour certains, ça a été une expérience extraordinaire et ils ont été très bien acceptés, ils l'ont très bien vécu. Pour d'autres, ça a été plus difficile, c'est-à-dire que les effets matériels sont là, ayant créé de terribles traumatismes et des souffrances que l'on observe encore aujourd'hui, et notamment si l'on suit les travaux des psychologues dans le monde sur le fait que des traumatismes des générations précédentes peuvent traverser certaines générations et revenir avec une immense douleur et un impact à la fois mental et physique sur les générations qui suivent, enfin 3-4 générations après, c'est ce qu'on observe aujourd'hui, avec quand même une grande souffrance et beaucoup d'autodestruction par l'alcool et le suicide, y compris chez les enfants. Donc c'est lié à la fois au passé, puis à l'impact néocolonial qui continue en les empêchant sans arrêt de vivre comme ils le proposent. Nous étions en train de déjeuner quand tous les chiens du camp se sont mis à aboyer dans un vacarme terrible. Sur le bord de la rivière se tenait un homme blond, robuste et de grande taille. Nous avons tout de suite compris que le jour fatidique était arrivé. « Je suis là pour amener Nancy », nous dit-il. « Allez, viens, dépêche-toi. Nous avons une longue route jusqu'à Moore River. » Je revois encore le visage de Nancy ruisselant de larmes. J'entends encore les cris déchirants de Nata remplissant le ciel. Mais personne ne les voyait. Personne ne les entendait. Il faut savoir que les lois qui ont inspiré la politique bureaucratique de la colonisation australienne à l'égard des aborigènes ont été développées par des administrateurs britanniques qui ont aussi développé, du fait du Commonwealth, l'apartheid en Afrique du Sud. Donc il y a toute une tradition de mise en place de lois et de policies, comme on dit en anglais, qui ont d'abord cherché, au nom du protectorat, à soi-disant protéger les populations, mais qui ensuite ont évolué vers une certaine reconnaissance, telle que formulée par la loi, du respect des droits humains et de la non-discrimination. Mais la manière dont ces lois s'expriment, même si elles partent de très bonnes intentions à certains moments, en fait, crée une bureaucratie extrêmement complexe qui enchaîne de nouvelles lois sans arrêt. Alors, au niveau gouvernemental, on peut avoir l'impression que l'Australie fait tout
pour répondre à des injonctions de ces campagnes du type « close the gap » qui consiste à combler le fossé qui sépare des populations défavorisées, en l'occurrence les aborigènes des autres, ou discriminées, ou la campagne dite de réconciliation pour reconnaître l'apport des aborigènes à l'histoire, enfin d'abord en tant que premiers occupants du continent et leur apport tout au long de l'histoire de l'Australie, y compris pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, où ils étaient soldats, mais comme les soldats de la colonisation française du Sénégal ou du Maghreb. On trouve des choses très parallèles dans les différents systèmes de colonisation, mais il a suffi par exemple qu'il y a quelques années, 200 aborigènes débarquent du désert dans la ville d'Adélaïde, parce qu'il y avait eu toute une série de conflits dans leur communauté, pour que les médias crient à l'envahissement de la ville par les aborigènes. En réalité, si le gouvernement suit sa politique d'arrêter de financer les communautés aborigènes du Nord pour qu'ils viennent soi-disant s'intégrer dans la vie urbaine, il y aura le même problème, et on le voit déjà aujourd'hui, où les aborigènes sont très maltraités quand ils sont sans abri dans la périphérie des villes. Il faisait presque nuit quand Nancy arriva au camp après un voyage de plusieurs centaines de kilomètres. Il y avait un fin brouillard humide, mais elle remarqua tout de suite que la porte du camp était fermée avec des chaînes et des cadenas, et qu'il y avait des barreaux aux fenêtres. Dans le dortoir surpeuplé, allongé sur son lit étroit, dans le froid, Nancy écouta la pluie tomber sur le toit de tôle, puis le bruit du verrou, du cadenas, enfin le silence. Plus tard, Nancy devait découvrir qu'au lieu d'aller à l'école pour être éduquée à l'européenne comme nous le pensions tous, elle serait envoyée encore plus au sud pour travailler comme domestique dans une ferme laitière. Elle y découvrirait l'exploitation et la duperie et déciderait alors de s'évader. À la première occasion, Nancy partit à la recherche de la clôture contre les lapins pour la suivre jusqu'à Jigalong. Née aux confins du désert, elle connaissait intimement la nature qui lui avait toujours fourni de quoi vivre et s'abriter. C'est moi, son grand-père, ancien nomade du désert, qui l'avait initiée aux techniques de survie dans le bush. Nancy avait tout mémorisé. Aussi était-elle sûre d'aller dans la bonne direction. Elle progressait régulièrement, la clôture lui servant de phare, et elle ne s'arrêtait que pour attraper un lapin et le manger en se cachant sous les grands eucalyptus. Elle reprenait ensuite sa marche dans les dunes de sable, ne dormant que quelques heures sous les buissons d'acacia. Elle continua son périple, sans soupçonner que la police organisait des battues pour la retrouver. Au bout de 9 longues semaines, elle arriva saine et sauve à Jigalong. Malheureusement, les enfants en fuite se font toujours prendre. Nancy fut dénoncée, capturée et renvoyée au camp pour aborigènes de Moore River. Elle fut contrainte de se marier avec un blanc. Je n'ai jamais vu leur fille. Elle aussi a été envoyée à Moore River. Une chose est sûre, c'est que les aborigènes d'Australie, même s'ils sont minoritaires, tout métis compris, parce que le système australien, contrairement au système français de la République indivisible, vous demande de vous identifier par rapport à une appartenance ethnique. Et donc, du coup, les aborigènes aujourd'hui, contrairement à l'histoire coloniale de la racialisation qui comptait le sang par pourcentage, donc on parlait des full blood, pur sang, half caste, demi-sang, donc 50%, ensuite carteron, comme on dit, et octogon, comme on disait aussi dans les colonies françaises. Ces termes-là ont été complètement rejetés dans les années 60-70 par les aborigènes, qui considèrent qu'ils sont aborigènes, même s'ils sont blancs de peau, s'ils ont un ancêtre aborigène. Donc la majorité de ces descendants-là font ce choix-là. Bon, il est possible qu'il y en a qui ne l'ont pas fait, mais on ne le sait pas. Mais toujours est-il que, voilà, aujourd'hui, les aborigènes qui ont un ancêtre aborigène sont fiers de l'être. C'est un phénomène qu'on observe aussi aux États-Unis,
au Brésil, des gens qui ne savaient même pas, parce que c'était caché dans la généalogie familiale, le secret de famille, qu'il y avait des ancêtres noirs. Et donc qui le revendiquent aujourd'hui et qui en sont fiers. Voilà, donc on dit toujours que les populations autochtones ne sont pas adaptées au monde d'aujourd'hui. Et bien précisément, le succès pas seulement des aborigènes métissés des villes, mais aussi des aborigènes non métissés dans les communautés, d'où est parti le mouvement des peintures à l'acrylique sur toile dans les années 70-80, qui a envahi le marché de l'art contemporain. Ces toiles-là, aujourd'hui, coûtent une fortune, enfin depuis déjà 20 ans, ont été donc reconnues par les collectionneurs d'art contemporain du monde entier, et tous les musées d'art contemporain en ont dans leur collection à travers le monde. Grâce à cette reconnaissance internationale, l'Australie a dû suivre aussi, et toutes les institutions australiennes ont des tableaux aborigènes sur leurs murs. Mais donc ce succès des aborigènes aujourd'hui participe de la reconstitution d'un patrimoine culturel et historique qui est tout à fait revendiqué et dont sont très fiers les descendants aborigènes, malgré tout le trauma et le racisme qui continue à leur égard. Aujourd'hui, tandis que le soleil s'élève sur la plaine et les gommiers rouges, je revois ce paisible environnement envahi par la dévastation et la désolation. Cette forêt virginale retentissant des cris affolés et des pleurs incessants de milliers de gens, mon peuple persécuté par des étrangers et chassé de son territoire, encore et encore. It's a song for the present, the future. This will always remind me of my particular past. Yo! Merci à Barbara Glozewski, ethnologue, chercheuse au CNRS et membre du laboratoire d'anthropologie sociale au Collège de France. Entre autres ouvrages sur la condition des aborigènes en Australie, elle est l'auteure de Rêves en colère avec les aborigènes australiens, paru en 2004 aux éditions du Plomb. Merci également à notre cher vieux père, Soro Solo, pour ses lectures librement adaptées du Chemin de la liberté de Doris Pilkington, traduit par Cécile Deniard et édité par Autrement en 2003. Les Hommes aux semelles de vent est une émission d'Aude-Émilie Judaïque, préparée par Julie Briand, enregistrement Bruno Gagnère-Fontanille,